Bonjour, ceci est la leçon 16 du cours Origine et évolution des régimes démocratiques. Nous avons parlé dans les leçons précédentes des principales institutions qui vont constituer les régimes démocratiques du XXe siècle. Et ces institutions, elles ont été inventées avant ou pendant le XIXe siècle. L'idée d'élire des assemblées pour contrôler les gouvernements, les formules de régime parlementaire et de régime présidentiel, les États unitaires et les États fédéraux, les partis politiques, les modes de scrutin majoritaire ou proportionnel, tout cela a été inventé avant le début du XXe siècle, dans des régimes politiques qui ne sont pas encore des démocraties à proprement parler, puisque ce sont des régimes politiques qui ne comportent pas le suffrage universel. Ils ont des suffrages censitaires presque partout, quelquefois, en France ou en Belgique, un suffrage universel pour les hommes, mais qui exclut les femmes. Il y a quelques entités politiques dans lesquelles les femmes ont le droit de vote avant le début du XXe siècle. C'est le cas de certains États des États-Unis, c'est le cas de la Nouvelle-Zélande et de la Finlande, qui ne sont pas des États pleinement indépendants à ce moment-là. Donc, la totalité du pouvoir politique dans ces États n'est jamais contrôlée par des assemblées élues par l'ensemble de la population, y compris les femmes. Ces régimes en voie de démocratisation dont nous avons suivi l'évolution ne sont pas encore des démocraties au début du XXe siècle ou lorsque va commencer la Première Guerre mondiale. Outre le suffrage vraiment universel, incluant les femmes, deux autres institutions importantes vont être inventées au XXe siècle et sont typiques des politiques du XXe siècle. Ce sont l'intervention économique des États, le rôle très très important pris par les États dans le fonctionnement des économies internes des pays, qui est un phénomène. Les États avaient un certain rôle économique avant le XXe siècle, mais ce rôle devient beaucoup plus important au cours du XXe siècle. La deuxième innovation politique du XXe siècle, ce sont les partis que j'appelle léniniens. Je vous expliquerai plus tard pourquoi je les appelle comme ça. C'est devenu dans beaucoup de pays la formule des partis uniques, pas d'avoir un seul parti politique pour faire fonctionner le gouvernement d'un pays. Ça aussi, c'est une institution typique du XXe siècle, qui n'est peut-être pas démocratique à notre jugement, mais qui va exercer une influence très grande sur les régimes proprement démocratiques. Ces phénomènes, les partis léniniens et l'intervention économique des États, ont été sinon provoqués, du moins encouragés, amplifiés de façon très importante par les deux grandes guerres du XXe siècle. Et ces guerres ont entraîné l'apparition de deux nouveaux types de régimes politiques, des régimes que j'appellerais ultra-démocratiques, j'expliquerai plus tard le sens de cette expression, et des régimes antidémocratiques. Il y a toujours eu des régimes qui étaient opposés à la démocratie, ça c'est pas nouveau, mais c'est une nouvelle forme de régime antidémocratique qui se développe au cours du XXe siècle. Et la première moitié du XXe siècle, même les trois quarts du XXe siècle vont être influencés très profondément par l'existence de ces régimes politiques qui vont influencer aussi l'évolution des régimes en voie de démocratisation au début du XXe siècle et qui ont évolué
jusqu'à devenir des régimes plus complètement démocratiques. Ils ne le sont jamais parfaitement au milieu ou à la fin du XXe siècle. Donc, dans la présente leçon, nous allons parler des progrès réalisés par la démocratie dans un certain nombre de pays et évolution qui a été influencée par les guerres, où les guerres vont jouer un rôle dans la démocratisation de régimes qui étaient incomplètement démocratiques. Les leçons suivantes porteront sur ces régimes ultra-démocratiques et anti-démocratiques qui sont typiques du XXe siècle, qui sont très largement produits par les guerres du XXe siècle et qui ont influencé les régimes politiques démocratiques ou presque démocratiques à proprement parler. Avant de parler de l'influence des guerres sur les régimes en voie de démocratisation et la contribution des guerres au progrès de la démocratie dans ces pays, je veux faire quelques minutes de réflexion théorique générale sur les liens très profonds qui existent entre la démocratie et la guerre. Nous avons déjà rencontré dans le panorama historique des institutions plus ou moins démocratiques ou antérieures à la démocratie, nous avons déjà observé ce lien entre la guerre et la démocratie. Le phénomène est flagrant à Athènes. Les citoyens, ce sont ceux qui combattent, ce sont ceux qui défendent la cité et qui ont le droit d'exercer un contrôle sur les décisions politiques parce qu'ils sont ceux qui défendent la cité. Et l'efficacité militaire de la cité grecque et le caractère démocratique de certaines d'entre elles sont très très étroitement liés. Et je pense que quand nous avons parlé très brièvement de la démocratie athénienne, j'ai eu l'occasion d'attirer votre attention là-dessus. Le phénomène est un peu le même pour les cantons suisses. Dans certains cantons suisses très peu peuplés, où certaines décisions sont prises par l'assemblée des citoyens qui se réunissent sur la place principale du plus gros village ou de la petite ville, de la moins petite ville du canton, les citoyens, pour participer à l'assemblée, devaient venir avec l'épée au côté. Le fait d'être citoyen et le fait d'être soldat et le fait d'être le soldat qui défend la communauté, d'être les soldats qui défendent la communauté, ça a été très profondément inscrit dans l'idéologie démocratique, pas la préoccupation de faire un système politique contrôlé par les citoyens. Et bien sûr, on observe le même phénomène avec la Révolution française. La Révolution française n'a pas créé de régime démocratique, mais elle a invoqué le thème de la démocratie, le thème du peuple au pouvoir. Et immédiatement, ça donne les citoyens soldats, ça donne la levée en masse, ça donne cette efficacité militaire très très grande qui est celle des armées de la Révolution française. Un auteur comme Tocqueville, dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment un des auteurs les plus fondamentaux pour réfléchir sur le phénomène fondamental de la démocratie dans l'histoire de notre société, même je dirais dans l'histoire de l'humanité. Tocqueville, dans la démocratie en Amérique, a des chapitres sur le lien entre la démocratie et la guerre. Et il fait cette observation étonnante ou remarquable que les démocraties ont du mal à entrer en guerre et ont du mal à sortir des guerres. Elles hésitent à s'engager dans une guerre et quand elles y sont, elles ont du mal à en sortir. L'explication qu'il donne de ce phénomène fait une part importante aux intérêts professionnels des sous-officiers ou des officiers subalternes dans une armée. Je ne crois pas que ce soit la meilleure piste pour comprendre
l'observation de Tocqueville. Tocqueville est remarquable pour les intuitions qu'il a eues sur des sujets que finalement il avait étudiés très peu. Il a passé très peu de temps aux États-Unis. Il a ramené une étude fondamentale sur ce qui était spécifique dans la société américaine à l'époque où il l'a observé. Dans le cas des grandes guerres du XXe siècle, l'idée que les démocraties ont du mal à entrer en guerre s'applique mal en 1914. Les pays qui entrent en guerre y entrent facilement, avec une certaine hésitation, mais pas beaucoup, et peu de prudence. Aucun de ces régimes n'est vraiment démocratique, mais ils le sont partiellement. La France l'est pour les hommes, la Grande-Bretagne presque, l'Allemagne presque aussi. Et le caractère démocratique de ces régimes politiques, partiellement démocratiques, n'a vraiment pas freiné l'entrée en guerre. Dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale, c'est beaucoup plus flagrant. Et le pays peut-être le plus démocratique à cette époque encore, les États-Unis, pas que ce soit dans la Première ou dans la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est remarquable, c'est la difficulté des Américains à y entrer. Et on remarque ensuite, les deux guerres mondiales sont de mauvais critères pour savoir si c'est facile de mettre fin à une guerre quand on est une démocratie, parce que c'est les démocraties ou les régimes les plus proches de la démocratie qui les ont gagnés. Et la guerre s'est terminée quand ils ont gagné. Mais c'est une observation qui est flagrante sur d'autres sujets, pas sur la difficulté des États-Unis à sortir de la guerre du Vietnam et toute l'interaction avec les élections successives et l'influence que ça a sur les difficultés des États-Unis à se dépêtrer du Vietnam, alors que c'était évident depuis très longtemps que c'était une guerre absurde et qui avait un coût politique énorme pour les États-Unis. La difficulté de la France à se sortir de la guerre d'Algérie, peut-être les difficultés d'Israël à trouver un règlement avec les Palestiniens et avec les États voisins, que le caractère démocratique de ces régimes politiques rend beaucoup plus difficile certaines choses, n'est-ce pas, pour sortir d'une situation de guerre, froide ou chaude, dans le cas de ces trois exemples. Donc, il est probable qu'il y a dans l'observation de Tocqueville quelque chose qui est juste. Une observation qui est faite très souvent sur les relations entre la démocratie et la guerre, qui est une observation qui est ancienne, mais qui a été ranimée depuis une dizaine d'années. C'est devenu un thème par des spécialistes de sciences politiques et de relations internationales qui nous parlent tout le temps de la paix démocratique. Pas que la démocratie garantit la paix, ou du moins garantit la paix entre les démocraties. Pas que les démocraties ne se font pas la guerre entre elles. Il y a une littérature importante là-dessus. Un des livres que je préfère, c'est le livre de Rummel intitulé Power Kills, oubliez le début du titre, Democracy as a Method of Non-Violence. C'est un livre de 1997 qui réfléchit à cette capacité des institutions démocratiques, le mérite des institutions démocratiques de limiter les phénomènes de violence et notamment de limiter les guerres. Alors, ce qui est remarquable, pas dans le cas des démocraties et de leur capacité à se faire la guerre entre elles, c'est que d'abord, les démocraties sont tout à fait capables de faire la guerre. Elles peuvent être très efficaces en guerre. L'observation d'Athènes et de la Révolution française, dont je vous parlais tout à l'heure, où l'efficacité militaire, l'efficacité guerrière et la démocratie, ça va ensemble aussi au XXe siècle. Les armées démocratiques ont été remarquablement efficaces dans les grandes guerres. Et certaines démocraties ont été parfaitement capables de faire des guerres d'agression extrêmement injustes contre des pays plus faibles. Ce qui est remarquable, c'est que les démocraties ne se font pas
la guerre entre elles. Il n'y a presque pas d'exemple. 1914 est un mauvais exemple. Ce que je vous ai dit, on a là des régimes partiellement démocratiques, mais aucun d'entre eux ne l'est vraiment. Et il est vrai que la facilité avec laquelle ces gouvernements sont entrés en guerre a quelque chose d'étonnant, rétrospectivement. Et ça ne se reproduira plus ensuite au cours du XXe siècle. Il y a peu d'exceptions de pays ayant des régimes vraiment démocratiques qui se sont fait la guerre. Je crois que l'exemple le plus flagrant et qui en même temps démontre plutôt la théorie de la paix démocratique, c'est la Finlande et la Grande-Bretagne. La Finlande, en 1941, qui est incontestablement une démocratie, entre en guerre contre l'Union soviétique aux côtés de l'Allemagne, en étant l'allié de l'Allemagne dans l'attaque contre l'Union soviétique. Et la Grande-Bretagne, qui est en guerre contre l'Allemagne et qui devient l'allié de l'Union soviétique, déclare la guerre à la Finlande. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'ils ne l'ont pas fait du tout. Et la Finlande, après, à la fin de la guerre, ne sera pas du tout traitée comme un pays vaincu par la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Ce que l'on observe, c'est le respect mutuel des régimes politiques et la capacité des démocraties occidentales à comprendre pourquoi la Finlande est entrée en guerre. La Finlande est entrée en guerre en 1941 parce qu'elle avait été attaquée par l'Union soviétique en 1939. L'Union soviétique avait annexé une partie du territoire de la Finlande et la Finlande, en entrant en guerre aux côtés de l'Allemagne, a essayé de récupérer les territoires qu'elle avait perdus au début de 1940. Et d'ailleurs, elle n'est pas allée au-delà. D'une certaine façon, la Finlande a presque protégé l'Union soviétique à un certain moment en limitant la guerre qu'elle faisait contre l'Union soviétique. Et la Finlande, les Finlandais ont été capables de faire reconnaître très clairement aux autres gouvernements démocratiques, à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, que leur participation à la guerre n'était pas du tout une adhésion au projet expansionniste de Hitler. Pas qu'il ne fallait pas du tout les mettre dans le même sac, que la guerre qu'ils avaient faite était une guerre bien particulière pour des raisons différentes. Il y a d'autres exemples qui sont des demi-exceptions. Une des exceptions, c'est l'attaque de la Turquie contre Chypre en 1974. Là aussi, ça démontre presque la théorie, pas parce que l'intervention turque contre Chypre a lieu après un coup d'État qui renverse un régime qui était passablement démocratique à Chypre. Et les Turcs occupent une partie de l'île dans le nord, ce qui fait s'effondrer ce régime de dictature qui venait de s'établir, un régime provisoire, capable de devenir une démocratie, de respecter les règles de la démocratie, et qui va les respecter d'ailleurs par la suite. Je dirais, il y a presque un rétablissement de la démocratie, et à ce moment-là, les Turcs, qui pensent que ça serait plus commode pour eux d'occuper plus de territoire, lancent une deuxième attaque contre Chypre pour étendre leur territoire. Je me souviens bien de cette époque et de cet épisode. La première intervention turque à Chypre, à la suite d'un coup d'État qui renverse la démocratie à Chypre, a presque été vue avec de la compréhension dans le reste du monde. C'est la deuxième offensive turque qui a été beaucoup plus critiquée parce que là, il s'attaque à un régime qui est en voie de redevenir une démocratie. Peut-être qu'un autre exemple qu'il faudrait souligner, c'est d'exception partielle à cette logique, c'est l'attaque d'Israël contre le Liban en 2006. Le Liban est une démocratie très très imparfaite. Israël n'est d'ailleurs pas une démocratie parfaite non plus. Et effectivement, je dirais, les Israéliens qui attaquent le Liban en 2006 ne semblent pas du tout avoir subir ce phénomène de respect de l'autre parce qu'il a un régime politique qui obéit au même principe que notre propre régime politique. Les Israéliens ne traitent pas du tout le Liban comme si le Liban était une démocratie.
Et ils ne s'en rendent pas compte du tout, ou ils n'en tiennent pas compte. Ils n'en tiennent pas compte du tout. Un peu comme on reproche aux Turcs en 1974 de ne pas avoir tenu compte, pas du fait que Chypre était en train de redevenir une démocratie après leur première attaque et la chute du dictateur qui venait de s'établir dans ce pays. Donc, on peut réfléchir, si vous voulez, vous pouvez le faire, c'est un bon exercice. Vous me demandez, est-ce qu'il y a d'autres exemples où on peut montrer qu'un État qui avait lui-même des institutions démocratiques, c'est le cas d'Israël en 2006, c'est le cas de la Turquie en 1974, c'est évidemment le cas de la Grande-Bretagne et des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi ce pays déclare la guerre, je dis la Grande-Bretagne, elle déclare la guerre à la Finlande, mais elle ne la fait pas, donc ça plutôt vérifie la théorie du respect réciproque entre les États. Et donc la question, pourquoi les démocraties qui sont capables de faire des guerres parfois très injustes, et quand leurs guerres ne sont pas trop injustes, comme la Deuxième Guerre mondiale, pour la Grande-Bretagne ou les États-Unis, sont capables de la faire très efficacement, et que c'est pas vrai que le régime démocratique est un obstacle à l'efficacité guerrière. Comment se fait-il qu'ils aient ce respect entre eux? Et je crois qu'une partie de la réponse se trouve dans un texte qui est très important, qui est un texte de Kant, à la fin du XVIIIe siècle, le projet de paix perpétuelle de Kant, écrit en 1797, et qui d'ailleurs inspire un peu les gens qui réfléchissent à cette question de la paix démocratique. Et dans le projet de paix perpétuelle, Kant insiste sur le fait que pour être en paix entre eux, les États, c'est pas d'être des démocraties qui est nécessaire, c'est d'être des régimes républicains. Ce qui pour Kant a un sens bien particulier. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire. Un régime républicain, c'est un régime de partage des pouvoirs. C'est un régime dans lequel le gouvernement repose sur un débat. Kant ne pensait pas que la démocratie c'est une bonne chose, parce qu'il pensait que la démocratie ça créerait un pouvoir absolu qui serait incapable de gouverner avec division du pouvoir et débat entre les différents éléments du pouvoir. Kant écrivait pendant la Révolution française, et que la Révolution française ait pu donner une certaine méfiance envers l'idée démocratique n'est pas forcément, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Et il me semble que c'est ça l'idée juste, que les démocraties, dans la mesure où ce sont des régimes ouverts, des régimes fondés sur le débat, et peut-être qu'il y a des régimes non démocratiques qui le sont, fondés sur le débat. Ce n'est pas le caractère démocratique, c'est-à-dire l'égalité complète des citoyens et le suffrage universel, qui limite la capacité de se faire la guerre des États. C'est la capacité de comprendre au moins un peu le fonctionnement de l'adversaire. Ce qui est typique des guerres du XXe siècle, des grandes guerres du XXe siècle, c'est à quel point ceux qui les ont déclenchées se sont trompés sur ce qui allait être l'efficacité des régimes démocratiques. Ils ont cru que le fait d'être un régime politique fondé sur le débat était quelque chose qui allait les affaiblir. Et je crois qu'il faut retenir cela, pas pour les rapports entre la démocratie et la guerre, qui est une question théorique intéressante et que donc je voulais aborder dans ce cours. C'est que une des choses qu'il faut retenir, c'est que l'illusion que les régimes autocratiques ou dictatoriaux sont efficaces pour faire la guerre est une idée qui est fausse. Souvent, les régimes autocratiques justifient leur existence comme ça, en disant on a besoin d'un chef unique et incontestable pour diriger un pays en guerre. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit une bonne idée. Et que si on regarde l'histoire du XXe siècle, ce qui est remarquable, c'est la supériorité des tyrans
ou des dictateurs, non pas pour faire la guerre, mais pour faire de la diplomatie machiavélique. Parce que ils ont beaucoup plus que des dirigeants qui doivent rendre compte et participer à des débats, ils ont beaucoup plus que la possibilité de cacher leur jeu. La diplomatie est une activité fondamentalement non démocratique, est une activité qui suppose le fait de cacher son jeu, le fait de cacher ses véritables intentions. Bon, il vaut mieux faire de la diplomatie que de la guerre dans le monde d'aujourd'hui. Mais ne nous faisons pas d'illusions sur le caractère démocratique de l'activité diplomatique. L'activité diplomatique est favorisée par les régimes autocratiques. Et lorsque deux régimes adversaires qui ont un conflit entre eux, qui pourraient se faire la guerre, ont en commun d'être des régimes politiques ouverts, des régimes politiques dans lesquels il y a un débat, et où chacun des dirigeants des deux pays peut évaluer au moins un peu la nature du débat dans le pays adverse. Il évite de sous-estimer la puissance du pays adverse et il a moins de méfiance envers les engagements du pays adverse. Pas un pays démocratique qui prend des engagements, les démocraties ne respectent pas toujours leurs engagements, mais elles les violent moins souvent que les régimes autocratiques, parce qu'elles ne peuvent pas le faire, parce que c'est plus difficile, parce que les décisions doivent être prises à la suite de débats qui sont pris en public. Donc je voulais mentionner cela parce que l'idée, je crois, complètement fausse, sociologiquement et historiquement, que les régimes autocratiques sont efficaces pour faire la guerre. Beaucoup de gens croient cela, et je pense que c'est une idée fausse. Quand on regarde l'histoire du XXe siècle, on se rend compte que ce n'est pas vrai du tout. Pas que l'efficacité des régimes autocratiques, elle n'est pas pour faire la guerre. Elle est pour faire de la diplomatie machiavélique, ce qui peut augmenter le risque de guerre. Alors que d'être obligé de prendre les décisions de façon plus ouverte, moins cachée, rend plus fiable les adversaires potentiels et évite un certain nombre d'erreurs qui peuvent conduire à la guerre. Je crois que c'est ça le secret de la paix démocratique, et pas tellement l'égalité des citoyens. L'égalité des citoyens, c'est une très bonne chose, mais l'égalité des citoyens, ça donne les citoyens soldats. Et les citoyens soldats, c'est très efficace pour faire la guerre. Retenez cela, pas cette distinction entre le régime démocratique ou le régime que Kant appelait républicain, pas le régime fondé sur une division du pouvoir au niveau du système de décision. Introduction générale théorique que je voulais faire, elle est sur les démocraties et la guerre, elle est terminée. Je vais maintenant parler plus concrètement de ce qui s'est passé au XXe siècle. Les guerres, très clairement, les deux grandes guerres du XXe siècle ont entraîné des progrès pour l'égalité des citoyens. Alors le mouvement, il était amorcé de beaucoup au cours du XIXe siècle avec l'extension du droit de vote, etc. Nous en avons parlé déjà beaucoup. Mais les guerres vont accélérer le phénomène à cause de la solidarité nécessaire qui est renforcée par les guerres. Un certain nombre d'institutions qui aujourd'hui nous semblent scandaleuses, mais qui existaient encore au début du XXe siècle, même dans les pays les plus civilisés politiquement de l'époque, comme la Grande-Bretagne ou la France. Certaines de ces institutions deviennent impossibles en guerre. Je prends juste un exemple que je trouve très frappant. En France, avant 1914, le Code civil, la loi, représentait un pouvoir absolu des propriétaires. Alors, beaucoup de gens étaient locataires, ils habitaient dans des logements qui appartenaient à des propriétaires privés et devaient payer leur loyer. S'ils ne pouvaient pas payer leur loyer, le propriétaire leur donnait l'ordre de quitter, on envoyait un huissier, éventuellement on envoyait un huissier avec des gendarmes ou des policiers, n'est-ce pas, pour obliger les gens à quitter leur appartement s'ils n'étaient pas capables de payer leur loyer. C'était aussi simple que ça. Il y a un contrat, si vous n'êtes pas capable de respecter le contrat, le propriétaire ne le respecte pas non plus. À l'automne 1914, un très grand nombre de soldats étaient des jeunes
père de famille ayant une épouse et des enfants était souvent le seul gagne-pain de la famille, et ils sont mobilisés, ils sont dans l'armée, et leur conjointe n'est plus capable de payer leur loyer. Et est-ce qu'on va envoyer les huissiers et ce qui reste de policiers à Paris qui n'ont pas été mobilisés pour être envoyés au front pour aller les expulser? Alors, il y a des centaines de milliers de soldats à quelques dizaines, une centaine de kilomètres au nord de Paris à ce moment-là, avec des fusils et des mitrailleuses. Et on ne peut pas expulser leurs conjointes, expulser leurs enfants, les jeter dans la rue, tous. Hein. Il faut évidemment faire des règles pour limiter le droit de propriété. Il y a tout un phénomène légal des droits des locataires qui commence avec la Première Guerre mondiale, qui va se poursuivre d'ailleurs pendant très longtemps en France. La solidarité entre les citoyens et l'idée que le droit de propriété est un absolu et que les riches ont des droits et puis que les pauvres ils se débrouillent, que évidemment ça ne va pas marcher si on est en guerre. Après les guerres, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, en France, la Première Guerre mondiale va faire beaucoup plus de morts que la Deuxième, mais la Deuxième va faire plus de destruction, et elle va en faire un peu partout en France, avec des combats ou des bombardements. Et on va appliquer le principe qui me semble juste de solidarité entre concitoyens, que ceux qui ont eu la chance que leur maison ne soit pas détruite par les opérations militaires doivent payer des impôts pour permettre au budget de l'État de réparer les maisons, d'indemniser les gens dont les maisons ont été détruites ou dont les biens ont été détruits. Il y a la solidarité des citoyens qui joue de cette façon. Mais en même temps, les gens qui reconstruisent un logement et qui veulent le louer, un logement qui a été reconstruit avec des dommages de guerre, donc grâce à la solidarité des autres, ils doivent utiliser leur droit de propriété aussi dans le cadre de la solidarité avec les autres, de toute une série de réglementations sur les loyers auxquels on a le droit de louer un appartement ou une maison qui a été construit ou reconstruit avec des dommages de guerre. Il y a toute une série de législations qui vont représenter des progrès sociaux importants qui deviennent possibles à cause de la guerre, que la guerre rend inévitable. Et évidemment, l'extension du suffrage vers un suffrage vraiment universel a été favorisée aussi par la guerre. C'est la guerre, la Première Guerre mondiale, qui va conduire les gouvernements à adopter le principe du droit de vote pour les femmes. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, les femmes vont avoir le droit de vote au sortir de la guerre, dans une large mesure à cause du rôle qu'elles ont joué dans la guerre, où elles ont été très très importantes dans le fonctionnement de l'économie. Dans la Deuxième Guerre mondiale, elles vont même être très importantes dans le fonctionnement des forces armées, où il va y avoir beaucoup de femmes dans l'armée britannique. La Deuxième Guerre mondiale. La guerre va entraîner un déclin de la ségrégation raciale aux États-Unis. La ségrégation raciale reste présente dans l'armée américaine jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un nombre important de soldats noirs qui ont combattu dans la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient dans des unités séparées des Blancs. Et que c'est seulement dans la guerre de Corée que les forces armées américaines vont être intégrées. Il n'y aura plus de séparation entre les Noirs et les Blancs dans l'armée. Et dans le cas de la guerre du Vietnam, d'ailleurs, il va y avoir une surprésence des Noirs dans l'armée américaine au Vietnam. Pas parce qu'il y a énormément de combines pour échapper soit au service militaire, soit au service au Vietnam, et que, en fait, la proportion des Noirs parmi les soldats américains au Vietnam est beaucoup plus élevée que la proportion des Noirs dans la population américaine en général. Mais ils ne sont pas, peut-être qu'il y a une discrimination inverse là qui se passe, mais il n'y a plus de ségrégation, il n'y a plus de séparation entre les Noirs et les Blancs dans les forces armées.
Et dans le cas de la décolonisation, je crois vous l'avez déjà dit, une des dernières grandes inégalités juridiques qui existent pour des pays comme la Grande-Bretagne ou la France, c'est la différence de statut entre les citoyens de la métropole, y compris les citoyens de la métropole qui vivent dans les colonies, et les sujets dans les colonies, qui n'ont pas les mêmes droits. La guerre va contribuer à la décolonisation, d'abord en affaiblissant les puissances coloniales, et essayer de les persuader de diminuer le caractère discriminatoire des structures coloniales. En France, après 1945, l'empire colonial cesse de s'appeler l'empire colonial pour devenir l'Union française. Ça ne change pas tellement de choses, mais ça change un peu. Il commence à y avoir des élections avec un suffrage capacitaire, je vous en ai déjà parlé, pour élire des gens dans les colonies d'Afrique. Il y aura des Africains dans le Parlement à Paris, il y aura même des ministres dans les gouvernements, des hommes politiques qui quelquefois vont jouer un rôle ensuite, pas très peu de temps après, à partir de 1960, à partir des indépendances, qui vont devenir les dirigeants des anciennes colonies françaises devenues indépendantes. Donc les guerres ont exercé une influence importante pour rendre plus cohérente l'application du principe d'égalité. Le principe d'égalité, il est proclamé depuis la fin du XVIIIe siècle. Dans certains pays, il continue à être appliqué très imparfaitement. Des progrès sont faits dans l'application du principe d'égalité. Ce n'est évidemment pas terminé. Il y a toujours des problèmes d'inégalité dans nos démocraties. Je vais y revenir plus tard dans ce cours. Mais évidemment, les guerres ont joué un rôle. Les guerres ont joué un rôle surtout pour développer l'intervention économique des États. Pas cet interventionnisme des États dans les économies qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure, une des trois grandes innovations institutionnelles du XXe siècle, avec le suffrage vraiment universel et le parti léninien. Alors, quelle était la situation de rapport entre les États et les économies avant le début du XXe siècle ou au début du XXe siècle? Les États n'avaient pas de contrôle sur leur propre monnaie, puisqu'il y avait une monnaie internationale qui était l'or. On n'échangeait pas de l'or, mais les billets de banque avaient une valeur fixe en or. Et donc les taux de change étaient connus et ne pouvaient pas varier. La doctrine officielle, c'était la liberté des échanges entre les pays les plus développés. Cette liberté des échanges, elle est très très grande, y compris entre des pays qui entrent en guerre à l'été 1914. La guerre de 1914 n'a vraiment pas été provoquée par le protectionnisme économique. Lorsque l'Allemagne déclare la guerre à la France, toute une série de trains de marchandises qui circulaient entre la France et l'Allemagne, on les arrête avant la frontière parce que les livraisons qui étaient faites dans un sens ou dans l'autre cessent de se faire à cause de la déclaration de guerre. Les deux pays étaient très interdépendants économiquement et avaient énormément d'échanges. Donc, les économies du début du XXe siècle sont fondées sur le principe du libre-échange. Les budgets des États sont très limités. L'item de dépenses le plus important de loin, ce sont les dépenses militaires. Il faut faire fonctionner l'administration civile générale, mais ça coûte pas très cher. L'armée est plus nombreuse que l'administration civile, coûte plus cher. Les services publics sont très peu développés, même si à partir de 1880, en Grande-Bretagne, 1882 en France, il commence à y avoir des réseaux étatiques, d'écoles publiques. Il y a déjà des embryons de services publics qui se développent avant 1914. Mais avant 1914, le niveau de dépenses des États est très faible.
l'obligation de les dépenses pour la guerre, le budget militaire augmente considérablement, l'obligation de solidarité à cause de la guerre, la question des réparations dont je vous parlais après la guerre, la question des pensions, pas le nombre considérable de veuves, le nombre considérable de soldats gravement qui ont survécu mais qui sont gravement handicapés physiques et qui ont besoin d'aide après la guerre, tout ça entraîne. Bon, il y a une augmentation des budgets publics pendant la guerre et il y a l'impossibilité après la guerre de redescendre au niveau d'avant-guerre. Hein. Je vous donne des chiffres juste pour vous donner une idée. En Grande-Bretagne, au cours du XIXe siècle, les budgets de l'État fluctuent entre 5 et 10% du produit national brut. En 1913, c'est 12,7%. Ça commence déjà un peu à augmenter parce qu'il y a un tout petit peu de services publics qui ont commencé à apparaître et parce qu'il y a l'inquiétude de la guerre. La guerre de 1914 n'était pas une surprise absolue lorsqu'elle a éclaté. Et donc, il y a des précautions militaires qui sont prises. Donc, 12%, un peu plus de 12% en 1913. Pendant la guerre, le budget militaire, le budget étatique de la Grande-Bretagne va monter à 45%. Après la guerre, il redescend à 15%, il remonte à 58% pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, ça va redescendre à environ 25 ou 30%. Aujourd'hui, c'est plus que 40%. Donc, les guerres entraînent une augmentation très importante des dépenses militaires et des dépenses étatiques. Ce niveau de dépenses diminue après la guerre, il réaugmente après la Deuxième Guerre, mais il n'est pas diminué aussi bas qu'avant la guerre. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il diminue encore moins. Et on se retrouve donc avec des niveaux de dépenses publiques aujourd'hui, dans des pays comme la Grande-Bretagne, la France ou l'Allemagne, qui sont des niveaux de dépenses publiques aussi élevés que pendant la Première Guerre mondiale, mais beaucoup plus élevés qu'avant la Première Guerre mondiale. Les guerres jouent un rôle. Ce qui m'amène à une autre question théorique très, très intéressante, qui me vient de Piketty. Thomas Piketty et le livre « Le Capital au XXIe siècle » qui est dans la bibliographie du cours et qui, je crois, est un livre... c'est un livre qui a eu un succès de librairie, traduit à je ne sais pas combien de langues, tiré à je ne sais pas combien de centaines de milliers d'exemplaires, pas dans le monde. C'est un livre très, très important donc, une des idées de ce livre, c'est l'idée que la réduction des inégalités au cours du XXe siècle, dans un certain nombre de pays, des inégalités de revenus et surtout des inégalités de fortune ou de patrimoine. Piketty parle tout le temps de patrimoine. On peut aussi appeler ça la fortune. Je vais peut-être employer les deux mots l'un pour l'autre. Les inégalités de fortune sont toujours plus grandes que les inégalités de revenus. Il y a des gens qui ne possèdent rien. Ils ont quand même un revenu et ils ne meurent pas de faim. Et puis, les gens qui ont un patrimoine important ont l'inégalité entre ceux qui n'en ont pas du tout et ceux qui en ont beaucoup est plus grande que l'inégalité entre ceux qui ont un revenu faible et ceux qui ont un revenu élevé. Alors Piketty nous dit l'inégalité des fortunes dans les pays occidentaux a atteint un sommet juste à la veille de la Première Guerre mondiale. C'était plus élevé que jamais. C'était 90% des propriétés privées appartenaient à 10% de la population ou des contribuables en Grande-Bretagne, 84% aux États-Unis. Les États-Unis de 1913-1914 sont un pays un peu moins inégal que la Grande-Bretagne. Ça va changer ensuite. En 1950, ça a baissé beaucoup, principalement à cause des guerres. C'est seulement 74% au lieu de 90% en Grande-Bretagne.
et 68% au lieu de 84% aux États-Unis. Aujourd'hui, ça a remonté aux États-Unis, c'est 72% de tous les biens appartenant à des personnes privées ou à des entreprises privées qui appartiennent à 10% ou 10% des contribuables les plus riches. Et Piketty, dans le livre Le Capital au XXIe siècle, insiste beaucoup sur le fait que ce sont les guerres qui ont été le moteur principal de cela, qui est une idée qui a été reprise en référant à Piketty par un auteur, Walter Scheidel, dans un livre, The Great Leveler, qui est un livre de 2017, c'est 4 ans après le livre de Piketty, alors qui fait un panorama historique absolument extraordinaire, expliquant que de la Grèce antique à aujourd'hui, en paix, les sociétés humaines accumulent perpétuellement, grâce à l'héritage, des fortunes de plus en plus importantes entre des mains de moins en moins nombreuses, entre des personnes de moins en moins nombreuses. Et que donc la paix aggrave naturellement les inégalités économiques et que les redistributions ne se font que à l'occasion des guerres, des révolutions violentes ou des catastrophes épouvantables comme la grande peste du XIVe siècle en Europe. Donc, d'après Scheidel, l'université serait coincée entre deux institutions, l'héritage ou la guerre. Que l'héritage condamne l'humanité à l'inégalité croissante indéfiniment et la seule solution, c'est la guerre pour en sortir. Alors, je crois, cette idée, elle mérite d'être discutée, c'est une idée importante. Piketty lui-même a modéré dans les livres qu'il a publiés après 2013 l'affirmation sur le rôle des guerres dans la réduction des inégalités. Les guerres ont réduit les inégalités, mais le mouvement de réduction des inégalités était commencé avant. Bon, en lisant le Piketty de 2013, je me suis fait cette réflexion, et en lisant les livres suivants de Piketty, je me suis rendu compte qu'il la faisait aussi. L'interventionnisme économique des États était nettement amorcé avant 1914. Il y a un certain nombre de réformes qui sont faites à la fin du XIXe siècle et qui sont motivées en partie par la préoccupation de l'égalité et la nécessité du suffrage universel. Le suffrage universel masculin, il continue à avoir des conséquences légales très choquantes pour la situation des femmes dans la société. Mais la plupart des hommes ne sont pas riches, la plupart des hommes sont pauvres. Et donc, le suffrage universel pour les hommes en France et qui devient effectif à partir de 1871, pas à partir de la fin du Second Empire, les dirigeants politiques sont vraiment dépendants de vraies élections dans lesquelles tous les hommes votent. Alors on peut faire des manipulations, ça ne suffit pas pour enlever complètement leur pouvoir aux gens les plus riches, mais les gouvernants se mettent à être obligés de tenir compte de tout le monde. Et en Grande-Bretagne, à partir des réformes électorales des années 1880, plus de la moitié des hommes ont le droit de vote, et là aussi, ça empêche de continuer à faire, comme au milieu du XIXe siècle, des politiques économiques qui sont entièrement en faveur des plus riches. Je vous ai parlé longuement des conséquences du suffrage censitaire. Si on ne permet l'élection que de gens très riches, dont les électeurs sont tous des gens riches, on va évidemment avoir une politique extrêmement injuste envers les pauvres dans la société. Donc il y a une préoccupation d'égalité, pas de réduction des inégalités, de ne pas traiter les pauvres d'une façon trop abominable. Et il y a, je crois, autre chose qui a joué et qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une économie qui se développe, il y a de plus en plus de biens collectifs. Qu'est-ce que c'est un bien collectif? C'est un bien dont l'accès
ne peut pas être limité à ceux qui le paient et qui par conséquent doit être financé par les contribuables. C'est le cas des routes. Bon, on peut imaginer aujourd'hui de mettre des péages sur toutes les routes pour financer les routes. Pendant très longtemps, c'était complètement impossible. On pouvait mettre un péage sur quelques ponts. Quand on a commencé à construire des autoroutes réservées à certains usagers, et pas à tout le monde, seulement aux gens qui ont des automobiles, on pouvait mettre des péages sur les autoroutes. C'était très mal commode d'ailleurs. Mais sur les routes ordinaires, vous ne pouvez pas mettre des péages, et pourtant il faut que ce soit financé. Donc il faut que ce soit financé par les contribuables. L'autre exemple de bien collectif, c'est la sécurité publique, et notamment la défense, le financement de l'armée. L'armée assure la sécurité de tout le monde. La police assure aussi, au moins en principe, la sécurité de tout le monde, et donc elle doit être financée par l'impôt. Et le raisonnement va être étendu d'abord aux écoles. L'idée que on ne peut pas faire payer les écoles par les... En fait, il y a des pays dans le monde, où il y a eu des pays dans le monde, où les écoles étaient financées par les enfants. C'est-à-dire qu'on engageait des enfants dans une école et on les faisait travailler la moitié du temps pour cultiver la terre ou tisser des tapis, ce qui finançait l'école. Ce n'est pas un système scolaire très efficace. Et faire payer l'école seulement par les parents qui ont des enfants, ce qui est la logique de la libre entreprise, évidemment, ça ignore le fait qu'il est dans l'intérêt de tout le monde, même ceux qui n'ont pas d'enfants, que les enfants soient scolarisés convenablement, parce que c'est eux qui vont faire fonctionner l'économie à l'avenir, c'est comme ça qu'on aura moins de délinquants, etc. Enfin, ça n'a que des avantages pour tout le monde, que les écoles fonctionnent bien. Il est donc parfaitement juste de faire payer des impôts, de me faire payer des impôts, de faire payer des impôts aux gens qui n'ont pas d'enfants. Il n'y a absolument rien de scandaleux, d'attentatoire à la liberté là-dedans. Et le même raisonnement va être appliqué plus tard, cette fois après 1945, à la santé. L'idée qu'on ne peut pas faire un système de santé efficace s'il est payé seulement par les malades. Les malades, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de payer la plupart du temps quand ils sont malades. Il faut donc faire payer tout le monde selon un système quelconque d'assurance obligatoire, ou d'impôts qui financent le système, qui fait que les gens qui ont payé toute leur vie un système de santé qui est utilisé par les autres, est disponible pour eux. Il existe pour les soigner eux, et ils espèrent, au moins en principe, que ce système va être capable de les soigner quand ils en auront besoin. L'enseignement primaire obligatoire, c'est la fin du 19e siècle dans des pays comme l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne et la France. Dans le cas du nord de l'Allemagne, de la Prusse, ça avait été fait avant. Dans d'autres pays, ça sera fait plus tard. Le raisonnement selon lequel il y a des activités qui sont dans l'intérêt de tout le monde et qui donc doivent être financées par tout le monde et pour être correctement efficaces. L'initiative privée, l'entreprise privée ne peut peut-être jouer un rôle, que ce soit dans la santé ou dans l'enseignement, mais ça ne peut pas être la seule solution. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une intervention de l'État dans ces domaines-là. Il est intéressant de noter que dans le cas de la France, on va reparler des guerres, on était en train de parler des guerres dans cette leçon, dans le cas de la France, la législation sur l'école obligatoire, qui est l'école primaire obligatoire, qui est de 1880, et il y a deux motivations qui sont les plus déclarées par les politiciens républicains qui instituent cet enseignement obligatoire et qui développent. Il y avait déjà des écoles, énormément d'écoles en France, mais ils font un réseau généralisé d'écoles dans les campagnes. Alors, il y a deux motivations politiques. L'une, c'est de lutter contre l'influence de l'Église catholique, parce que l'Église catholique est anti-républicaine, l'Église catholique contrôle beaucoup d'écoles, et surtout, il y a des curés dans tous les villages.
Alors, s'il se met à y avoir un instituteur républicain dans tous les villages, l'influence de l'instituteur va pouvoir contrebattre l'influence du curé. Au point de vue des élections, pour les partis républicains, avoir un système d'enseignement public efficace, c'est important pour leur chance électorale à long terme ou à moyen terme. Et l'autre argument, il est intéressant pour la réflexion entre l'égalité, la démocratie et la guerre. L'autre motivation des législateurs de 1880-1881, c'était l'efficacité militaire. L'idée que, en 1870, l'armée française avait été vaincue assez facilement par l'armée allemande, principalement prussienne, enfin plus de la moitié de cette armée, c'était l'armée de la Prusse proprement dite. Et le slogan des républicains, c'était « La guerre a été gagnée par les maîtres d'école prussiens ». C'est parce que la Prusse avait un système scolaire plus efficace et donc des officiers et des sous-officiers mieux instruits. Il y avait des sous-officiers analphabètes dans l'armée française de 1870 et ça n'aide pas pour transmettre les ordres, pour lire une carte, pour comprendre le mode d'emploi des mitrailleuses. C'est désavantageux. Et le slogan des républicains, c'était la lutte contre l'influence du clergé, qui était anti-républicain, presque entièrement, et se préparer pour la prochaine guerre, pour avoir une armée plus compétente la prochaine fois. La guerre de 1870 a été gagnée par les maîtres d'école prussiens. C'est un très bon diagnostic sur ce qui s'était passé en 1870. Donc il y a toute une série de législations qui étaient commencées avant 1914, et l'institution de l'impôt sur le revenu progressif. En Grande-Bretagne, il y a eu un impôt sur le revenu qui a été établi pendant les guerres napoléoniennes, pour financer les guerres napoléoniennes, et qui a duré pendant tout le 19e siècle, en étant d'ailleurs un impôt sur le revenu très minuscule. En 1913, deux pays importants, la France et les États-Unis, adoptent le principe de l'impôt sur le revenu. Et en France, cet impôt sur le revenu va d'un seul coup devenir assez important parce qu'on en a besoin pour financer la guerre. L'intervention économique de l'État, donc elle était commencée avant 1914 et elle va se poursuivre en partie indépendamment des guerres et peut-être en fonction d'un autre événement plus économique. Celui-là, c'est la crise boursière aux États-Unis en octobre 1929, qui va s'étendre ensuite aux pays européens à partir de 1931. Alors, cette crise va entraîner l'élection d'un démocrate, Roosevelt, en 1932, qui commence à faire une politique interventionniste aux États-Unis en développant des systèmes d'assurance chômage indispensables à cause du chômage créé par la crise et en faisant un programme de grands travaux, de construire des barrages sur certaines rivières, de commencer à construire plus de routes, d'autoroutes, de choses comme ça. L'idée que les dépenses publiques sont un moyen de sortir de la crise. La même méthode, avec un principe moins démocratique, va être utilisée en Allemagne par la relance de l'économie, par le contrôle étatique du commerce extérieur, les grands travaux et les dépenses d'armement. Les trois sont liés. Et c'est la crise économique plus que les guerres qui entraînent cela et qui donnent une force aux théories d'un économiste, Keynes, auteur d'un livre intitulé Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, publié en 1936, qui est un des livres du XXe siècle qui a eu le plus d'influence politique.
peu d'hommes ont eu peu d'hommes purement intellectuels. C'était pas un homme politique, c'était pas un général, c'était un intellectuel. Peu d'hommes ont eu plus d'influence sur l'évolution des sociétés occidentales au cours du XXe siècle. Keynes s'était déjà fait connaître en 1919 en écrivant un petit livre expliquant pourquoi les clauses économiques du traité de Versailles imposées à l'Allemagne, ou bien les Allemands ne pourraient pas les appliquer, ou bien ça donnerait des conséquences économiques absurdes. Bon, les Allemands ne les ont pas vraiment appliquées, et ça a eu aussi un certain nombre de conséquences non souhaitables. En 1919, les dirigeants politiques n'ont pas tenu compte des théories de Keynes. Après 1936, ils vont se mettre à en tenir compte, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Keynes et le keynésianisme deviennent l'idéologie dominante dans les pays occidentaux pour la conduite des économies. Alors, qu'est-ce que dit la théorie de Keynes pour aller très vite, c'est que la concurrence pure et simple, le libre marché pur et simple et la concurrence internationale, en réduisant les salaires, ça diminue les débouchés de l'économie, on n'arrive plus à vendre la marchandise. C'est un peu ce qui arrive après 1929, parce qu'il y a une crise. C'est pas une crise de surproduction, c'est une crise de sous-consommation. C'est-à-dire, il y a une capacité de production qui s'arrête parce qu'elle n'a plus de débouchés. Et Keynes explique qu'il suffit de mettre de l'argent dans le système. Et c'est facile. L'or n'est plus la monnaie de base. Ça, c'est fini depuis la Première Guerre mondiale. Les grandes monnaies ont rétabli leur indépendance par rapport à l'or. Et donc, on peut augmenter la masse monétaire dans un pays. Un gouvernement peut faire des déficits. Et ça peut être une très bonne chose. Nos gouvernements, depuis bientôt 2 ans, dans le cadre de la crise de la pandémie de virus, ont fait ça, n'est-ce pas? Ils se sont dit, on demande aux banques centrales de fabriquer de l'argent et on met de l'argent dans l'économie pour éviter un certain nombre de catastrophes économiques. Ils sont tous redevenus keynésiens d'un seul coup, même si, depuis 1980, beaucoup de gens expliquaient que Keynes s'était trompé, que Keynes avait complètement déraillé et qu'il fallait refaire une économie beaucoup plus classique. Je vais y revenir plus tard. Et donc, la Deuxième Guerre mondiale met en place des institutions qui sont inspirées par les théories de Keynes, c'est-à-dire que les États, dans certaines situations, doivent faire des déficits, que c'est eux qui peuvent empêcher certaines situations économiques non souhaitables, et les institutions financières internationales, les institutions commerciales internationales, après la Deuxième Guerre mondiale, vont être organisées sur ce principe. La reconstruction de l'Europe, qui a été aidée par le plan Marshall. Le plan Marshall est l'aide américaine à partir de 1948. L'aide américaine aux pays européens est loin d'avoir financé toute la reconstruction. Mais ça a aidé. Ça a aidé parce que c'était des sommes assez importantes. Et ça a aidé aussi parce que les Américains, les dirigeants américains de l'époque, ne sont pas purement et simplement des libre-échangistes. Ce sont des gens qui encouragent les États européens à créer des institutions de coopération entre eux et qui financent le plan Marshall. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais le plan Marshall était fait pour favoriser les achats aux États-Unis par des entreprises de pays européens et de transférer l'argent correspondant aux États européens. Donc ça augmentait la capacité étatique d'intervention dans les économies des États européens pour les reconstruire. Et ce mécanisme a aidé au démarrage de toute une activité économique et de coopération entre les États européens pour reconstruire l'Europe d'après les destructions de la guerre, qui est quelque chose qui a été remarquablement efficace
au moins jusqu'aux années 60. Ensuite, les choses vont se détraquer davantage. Et alors, dans certains pays européens, le plus typique, c'est la Grande-Bretagne. Les travaillistes arrivent au pouvoir en Grande-Bretagne en juillet 45. La guerre est finie en Europe, mais elle n'est même pas encore finie dans le Pacifique. Churchill, le héros qui a dirigé le pays pendant la guerre, perd les élections. Un gouvernement travailliste arrive au pouvoir qui va faire des institutions extrêmement audacieuses pour l'époque. Un système de médecine entièrement gratuite pour les usagers, avec des médecins payés à salaire et non pas payés à l'acte, qui est mis en place à ce moment-là. Ils vont nationaliser les charbonnages, nationaliser les chemins de fer, nationaliser la sidérurgie. Ils vont même nationaliser les camions de transport routier. Ça, je pense que c'était pas une bonne idée. Pas que vraiment ils avaient exagéré. Vous avez des politiques interventionnistes extrêmement intenses. En France, il y a un système de santé moins égalitaire qu'en Grande-Bretagne, mais quand même très efficace. Là aussi, les chemins de fer sont nationalisés, etc. Enfin, il y a tout un interventionnisme étatique de l'État qui est extrêmement important. Aux États-Unis et au Canada, ce type de programme sera fait plutôt dans les années 60. Voilà. Ce qu'on a appelé la Révolution tranquille au Québec est contemporaine de réformes du même type qui sont faites dans le reste du Canada ou aux États-Unis. En terminant, parce que ce cours n'est pas un cours d'économie, c'est un cours sur les institutions politiques, je voudrais parler rapidement des conséquences que ça a pour les institutions politiques et pour le fonctionnement des institutions politiques. Le point le plus évident, c'est la transformation qui s'amorce au début du XXe siècle de la gauche et la droite. Je vous ai déjà parlé de la gauche et de la droite, je vous ai dit que c'est indispensable, il faut, dans un système politique fondé sur des élections et sur des votes, il faut qu'il y ait des points de repère comme ça pour situer les différents candidats ou les différents partis politiques ou les différents programmes politiques les uns par rapport aux autres. Que si on n'avait pas ça, on serait perpétuellement dans des paradoxes de Condorcet et le système de décision serait paralysé. Mais je vous ai dit aussi que la gauche et la droite peuvent changer de signification selon les époques. La gauche et la droite du XIXe siècle, c'était essentiellement l'opposition entre les défenseurs des monarchies, enfin au moins en Europe, aux États-Unis le problème est différent, c'est l'opposition des monarchistes et des républicains ou des démocrates, ceux qui veulent l'extension du droit de vote, ceux qui veulent réserver le droit de vote aux propriétaires. La droite, c'est aussi les défenseurs de l'emprise des religions sur la législation dans un pays, et la gauche, c'est plutôt la laïcité ou la liberté religieuse. L'économie ne joue pas un rôle très important là-dedans, même si les législations faites par les gouvernements par les parlements, ont déjà une grande importance pour le fonctionnement des économies, à cause du phénomène du suffrage censitaire. C'est au tournant du XIXe et du XXe siècle qu'apparaissent les partis socialistes ou sociodémocrates qui vont devenir, au milieu du XXe siècle, la moitié gauche des partis politiques, soit le grand parti politique, dans le cas des travaillistes en Grande-Bretagne, soit la gauche des partis politiques, dans le cas d'un pays comme la France, où il n'y a jamais eu un parti de gauche complètement unifié et dominant. La gauche et la droite se mettent à signifier, dans le cas de la gauche, favoriser l'intervention de l'État au nom de l'égalité, faire des législations sociales, faire de la médecine gratuite ou qui ne coûte pas trop cher, faire de l'école gratuite ou faire de l'université gratuite ou qui ne coûte pas trop cher. C'est ça la gauche.
et contrôler, ne pas laisser contrôler l'activité économique, ne pas laisser les entreprises faire absolument ce qu'elles veulent. La droite, c'est il faut réduire les impôts, c'est bon pour l'activité économique, il faut laisser la liberté individuelle des gens sur comment se soigner, comment éduquer leurs enfants, etc. Une opposition que vous connaissez bien, c'est une opposition qui existe encore dans notre société, même si depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, elle est de plus en plus contestée. Quand je reviendrai sur les difficultés des démocraties tout à fait aujourd'hui, je crois qu'une de ces difficultés, c'est qu'on est dans une période de transition entre l'ancienne opposition gauche-droite, qui est celle que je viens de décrire, ceux qui veulent augmenter les impôts et donner des services publics aux pauvres et faire un salaire minimum, et ceux qui veulent diminuer les impôts et augmenter la liberté des gens de dépenser leur argent comme ils veulent et la liberté des entrepreneurs de faire de l'activité économique comme ils veulent. Que cette opposition-là, qui n'a pas disparu, mais elle est de plus en plus compliquée par d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, qui influencent les résultats électoraux, qui influencent les motivations des politiciens et qui font que le système fonctionne, je pense, moins bien. Je pense que les institutions démocratiques fondées sur cette opposition-là ont fonctionné remarquablement bien de la Deuxième Guerre mondiale à environ 1980. Et qu'après 1980, ça commence à se détraquer pour toute une série de raisons que nous verrons plus tard dans ce cours. Ce qui est remarquable, une des conséquences de cela, pendant très longtemps, comment savoir quel va être le résultat des prochaines élections, c'était assez facile. Si la situation économique est bonne, c'est-à-dire s'il y a peu de chômage, et s'il y a peu d'inflation, ou du moins les revenus de la plupart des gens augmentent plus vite que l'inflation. Si on est dans une situation comme celle-là, le parti au pouvoir va être réélu, quelle que soit son orientation politique. Et à l'inverse, si le chômage augmente et qu'une part importante de la population s'appauvrit, eh bien là, le gouvernement en place va perdre les élections. Et tout cela est devenu plus compliqué, plus compliqué aujourd'hui. Donc ce rapport entre économie et politique, dans le cas des pays développés, ça permet un fonctionnement régulier des démocraties. Il se modifie profondément après 1980, ce qui est à l'origine d'une bonne partie des difficultés des démocraties d'aujourd'hui. Nous y reviendrons, mais pas tout de suite, parce que entre 1914 et 1945, entre le début de la Première Guerre mondiale et la fin de la Deuxième, les démocraties dans les pays occidentaux vont avoir au contraire des difficultés très importantes. Et ces difficultés, elles sont en partie les conséquences de l'émergence de deux rivaux, les partis politiques que j'ai appelés ultra-démocratiques et les partis anti-démocratiques, qui sont un phénomène typique de la première moitié du XXe siècle, même si certains d'entre eux vont se poursuivre au-delà, mais c'est dans la première moitié du XXe siècle qu'ils apparaissent. Ils apparaissent très largement comme conséquence des guerres. Ils se présentent comme une alternative aux démocraties traditionnelles. Beaucoup des gens dans les pays démocratiques traditionnels, peu en Grande-Bretagne, au Canada ou aux États-Unis, mais énormément dans les pays d'Europe continentale, beaucoup de gens vont croire que
l'alternative de l'avenir, ça n'est plus la démocratie au sens de la démocratie parlementaire pluraliste traditionnelle, que il va falloir choisir entre ces régimes ultra-démocratiques ou ces régimes antidémocratiques, ou trouver une solution qui soit une espèce de synthèse entre les deux, mais dont très peu de gens imaginent que ça pourrait être les démocraties parlementaires au sens où elles se développaient au cours du XIXe siècle et au sens où elles vont continuer à se développer au XXe siècle avec l'extension du droit de vote, le droit de vote des femmes, l'intervention croissante des États dans les économies, ce qui n'est pas du tout quelque chose qui perturbe le fonctionnement des institutions démocratiques, bien au contraire, pas après la Deuxième Guerre mondiale, comme je vous le disais à l'instant, ce rôle économique des États et la structuration de la vie politique autour de la question est-ce qu'on en veut un peu plus ou est-ce qu'on en veut un peu moins? Est-ce qu'il faut l'augmenter ou est-ce qu'il faut... En fait, on n'est jamais arrivé à la réduire. Disons, est-ce qu'il faut freiner l'augmentation de cette intervention économique de l'État? Des institutions pluralistes fondées sur l'élection, etc., ont fonctionné de façon assez convenables après la Deuxième Guerre mondiale. Mais elles ont fonctionné très mal entre les deux guerres mondiales, même si elles n'ont pas disparu partout, et elles vont être les vainqueurs de la deuxième Guerre mondiale, enfin une partie des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, et elles vont pouvoir prospérer après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour comprendre cette évolution et pour comprendre ce que sont devenues ces institutions démocratiques, je crois qu'il faut faire un détour sur ces régimes ultra-démocratiques qui se sont prétendus plus démocratiques que les régimes démocratiques anciens et les régimes antidémocratiques qui se sont prétendus, pour des raisons différentes, comme des régimes plus efficaces et destinés à conquérir l'avenir. Voilà, c'est ce dont nous parlerons. Nous parlerons des régimes ultra-démocratiques à partir de la prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention.